Moi, j'ai la chance d'avoir eu un père entrepreneur qui a bien réussi. Si tu attends juste la chance, tu vas même pas te rendre compte que tu en as eu. Moi, j'ai eu une chance que les autres n'ont pas et le devoir d'en faire quelque chose. C'est une responsabilité envers la société. Alors, Skate, c'est un réseau social indépendant pour investisseurs en bourse. Est-ce qu'on peut être neutre quand on reçoit une grosse somme d'argent? Tu penses qu'il faut se brûler pour comprendre que le feu brûle? Tu étais digne de cet argent ou pas forcément? Y a rien sans rien dans la vie. C'est pas grave, malsain ou dangereux d'avoir des gourous dans notre monde aujourd'hui. Pourtant, à 16 ans, t'avais des thunes ou pas? Salut à toutes et tous, c'est Yacine, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans la tête d'un CEO. J'adore quand mon invité me regarde en train de faire mon intro. Je le fais parce qu'on vient de sortir d'un déj, donc je peux vous le dire d'ores et déjà. Est-ce qu'on peut le dire, Louis, qu'il n'y aura pas de tabou aujourd'hui? Il n'y aura pas de tabou. Merci, mec. Un grand merci. Bah, merci à toi. Bon, Ça me fait super plaisir d'être ici. vous l'aurez compris, j'allais dire, on va parler de choses très intéressantes. On va parler de thunes, on va parler d'humains, d'éducation. On va parler de skate. Qu'est-ce que skate? Que fais-tu dans ce beau fauteuil, Louis? Qu'est-ce que t'as monté? Alors, Skate, c'est un réseau social indépendant pour investisseurs en bourse. L'objectif était de proposer aux gens une plateforme qui leur permet, en plus de leur appli bancaire, d'avoir tout ce dont ils ont besoin pour investir. Est-ce que tu as eu des besoins, toi, en termes d'investissement dans ta vie? Alors, moi, j'en ai eu, en fait, et l'idée, elle nous est venue comme ça. Elle est venue de la frustration que moi, j'ai eue quand j'ai débuté. C'était en 2019-2020, donc... Quand tu as commencé à investir? Ouais. Ok. Je travaillais depuis quelques années, je commençais à gagner ma vie, je commençais à avoir des sous de côté, et je me suis penché un peu sur la question. C'est le moment où, en plus, le sujet a commencé à être un peu à la mode, tu vois, t'avais beaucoup de gens qui en parlaient. Et en débutant, j'ai trouvé le parcours assez frustrant, en fait. Quoi, manque d'infos? Ouais, et puis tu C'est vois, ludique. moi j'ai cherché comparateur en ligne, je trouve la meilleure banque, j'ouvre mon compte, et t'arrives sur une interface. Alors, c'était en 2019, maintenant ça a énormément évolué, mais t'arrives sur une interface qui a 10 ans. Il n'y avait pas de product, du X, UI. Non, ouais, il y avait franchement assez peu de choses. Pareil, quand tu vas te renseigner, tu vois, sur comment faire, comment débuter, bah, c'est super, c'est assez déceptif, quoi. T'as des gens t'as l'impression qu'ils ont trouvé le truc, tu vois. Donc t'es vachement tenté de les suivre, mais t'as aussi d'autres gens qui ont un discours vachement plus prudent. Tu sais tu sais forcément qu'il y a pas mal d'arnaques là-dessus, et puis c'était sous, quoi. Donc ouais, bien sûr. Et moi, le sentiment que j'ai eu, c'était surtout celui de on me demande de faire un pas qui est trop grand. Tu vois, c'est comme moi, C'est-à-dire je prends souvent cette image. Si tu as envie de commencer un sport, demain tu me dis moi, Yacine, j'ai envie de faire du tennis, tu vois. J'en fais, arrête. Ouais, ok, tu fais du tennis, très bien. Tu fais du tennis. La première fois que tu t'es inscrit à un club de tennis, on t'a pas dit inscris-toi au tournoi et va jouer. Ça n'a pas de sens, tu vois. Je fais pas de tournoi, putain. Ça n'a pas de sens. Qu'est-ce que tu commences par faire? Tu commences par aller au cours débutant, à l'entraînement. On te fait y aller hyper lentement et tout. Et au moment où tu es prêt à l'investissement, on te dit en gros, t'as envie de le faire, bah, vas-y, ouvre un compte et vas-y, tu vois. Il n'y a pas de pédagogie, pas d'éducation dedans? Ou il en manquait, en tout cas, à l'époque? Alors, à l'époque, il y en avait, mais c'était quoi? T'achetais un livre? T'as acheté un livre de 80 L'investissement pages, t'étais tout seul chez toi, tu lisais ton bouquin, et en fait, c'est aussi ça, le truc qui manquait le plus. C'était le fait de pas être seul et d'être avec des gens en qui tu peux avoir relativement confiance. Parce que l'argent, c'est un sujet qui est compliqué, tu vois. T'as pas forcément envie de parler d'argent avec ta famille. Alors, t'as les gens, généralement, les gens qui investissent le plus tôt, c'est les gens qui ont la chance de pouvoir en parler avec leur famille parce qu'ils ont cette éducation, tu vois, cette chance-là. Et après, t'as tes amis, si t'es étudiant, les gens avec qui t'es en école et tout. Si tu fais une business school, bah, c'est vachement plus facile que... moi, tu vois, j'ai fait une école d'informatique. C'était pas vraiment le sujet de préoccupation. Quoique, avec l'arrivée des cryptos, c'était un sujet, les gens en parlaient pas mal. Mais... Putain, j'ai 50 questions. Attends, juste dis-moi, t'as du Bitcoin ou pas? Non, moi, j'en ai pas. Alors, c'est très personnel. Je te raconterai une anecdote sur les cryptos qui est terrible et croustillante. Bah vas-y, tu veux c'est bon, ok, allez, ok. tease. Mais je préfère dire aux gens, parce que là on est rentré en mode business. Mais je peux vous dire une chose, c'est que ce podcast sera sur les thunes
et je vais le spoiler, et je t'ai demandé, et je veux le dire, et j'ai oublié de faire mon intro comme ça. C'est pas grave. Aujourd'hui, je reçois quelqu'un qui a eu un héritage familial conséquent et qui a dû conjuguer avec. Et au final, on va voir que ça peut être un cadeau par moment empoisonné, par moment bénéfique. C'est pour ça que je suis hyper content quand je te parle de pas de tabou, c'est de me dire qu'on va vraiment pouvoir parler de ça. Alors non, il va pas me donner d'argent à la fin, vous inquiétez pas. Mais voilà, c'est quand même important. Reviens à ta petite anecdote sur les cryptos et à quel point t'es pas devenu riche avec ça. Alors c'est pire que ça, tu vois. Anecdote sur les cryptos. Je suis en première année d'école d'informatique et il y a quelqu'un dans ma classe qui dit ouais, on a tous plutôt des bons ordis. Il y a ce truc des bitcoins, qui arrive, tu vois, ça vaut 1 euro le bitcoin aujourd'hui et tout. Vous pensez qu'il y a un truc à faire, ça vous dit pas. On met tous nos ordis ensemble et quand on s'en sert pas, tu vois, quand on est en cours, on mine. Et moi trop négatif sur le truc, je leur dis ouais, ça va coûter une blinde en électricité. Ça vaut 1 euro, tu vois, ça vaudra jamais le coup. Et je dissuade tout le monde. Arrête. Après, je sais pas, peut-être qu'ils l'ont fait eux. Mais en tout cas, en gros, moi, je leur dis que je veux pas faire le truc, tu vois. Il était à combien à l'époque ? Je crois qu'il était à moins de 10 euros. Enfin, c'était vraiment les débuts, tu vois, que dalle. Ok. Que dalle. C'était un peu même tu vois, le mec qui nous lance l'idée, c'était le mec qui aime bien les trucs un peu dark web, les trucs un peu secrets, tu vois. Donc bon, moi ça me semblait un peu farfelu. J'y crois pas trop. Je dissuade tout le monde. J'y pense pas trop jusqu'à ce que quelques années après, tu vois, t'entends parler ouais, moi j'ai du bitcoin, il est à 20 000. Oups. Donc, et à l'époque, en plus, tu vois, si tu minais, ça allait assez vite. Je pense ça coûtait pas si cher au final. Bah, tu gagnais pas d'argent. Okay. Tu dépensais plus d'électricité que tu ne générais, mais c'était, tu vois, dans l'hypothèse de... Enfin, t'avais des assets en échange. Quoi. Ouais, t'avais des assets, mais après, si fondamentalement, tu vois, tu crois pas au concept de... À ce moment-là, tu crois pas au concept de la monnaie virtuelle, tu te dis, bon, tu vois, genre... Et puis moi, je vivais à ce moment-là, je vivais comme quasiment tous les gens avec qui j'étais en cours, tu vois. On vivait chez nos parents. Moi, j'avais déjà mes parents, ils disaient tout le temps oh, l'électricité, tu vois. Louis, t'es chiant avec ton ordi et tout, ça pompe des tonnes, ça nous coûte une blinde chaque année. Alors moi, j'étais pas là à leur expliquer que ça allait turbiner toute la journée et pomper de l'électricité pour que peut-être qu'un jour, tu vois, ça vaudrait une fortune. T'en as reparlé avec ton père ? Pourquoi ? Parce que je vais l'expliquer, mais ton papa est entrepreneur et on va parler aussi maintenant, il est à la retraite, mais ouais, était entrepreneur. T'en as parlé de ça ou pas, de cette phase ? J'en ai pas reparlé après. On en a peut-être brièvement parlé récemment parce qu'il a acheté de la crypto. Il demandait du Bitcoin à 90K. Ouais, voilà, exactement. En fait, il demandait à un conseiller est-ce qu'il pense que c'est une bonne idée, oui ou non. Donc on en reparle régulièrement. Mais moi, c'est pas un sujet sur lequel j'ai pas envie d'avoir cette position, tu vois, de dire aux gens allez-y à fond. Moi, je suis assez prudent sur le sujet. Dit-il alors qu'il est entrepreneur. Sur le sujet de la crypto, je suis assez prudent. Et tu vois, c'est indéniable. Il y a des gens qui ont gagné plein d'argent avec ça, et tant mieux pour eux. Tu vois, c'est super. Mais moi, j'aime pas posséder des choses. Je suis peut-être trop angoissé de nature pour posséder un truc où je peux me dire, je me réveille le lendemain et pour X ou Y raison, ça vaut plus grand-chose, tu vois. Et est-ce que, à l'inverse, c'est ma dernière question là-dessus, mais juste comprendre, est-ce que être riche en possédant un asset sur lequel tu as parié il y a des années, au final, c'est comme de l'IMO, bon, à part que tu peux y vivre ou faire vivre des gens, mais là, pour le coup, de la crypto, si tu n'as même pas prévu de l'utiliser et faire en sorte que ça grossisse en valeur, est-ce que c'est un truc qui t'intéresse ? Ou est-ce qu'au contraire, tu as envie de faire ton argent dans de la sueur ? Je pense un peu... En fait, tu es obligé de faire les deux. Surtout aujourd'hui, dans le monde dans lequel on est, si tu veux vraiment devenir riche, tu veux gagner des sous, tu as deux possibilités. Première possibilité, avoir un job qui te paye bien et super bien gérer tes sous. Tu vois, genre mettre beaucoup de côté, épargner, investir, être hyper malin avec ton argent, c'est quand même beaucoup de sacrifices. Et la deuxième option, c'est de monter une boîte et que ça cartonne.
Et là, ça va impliquer de dépenser. Déjà, d'avoir mis des économies de côté, de les dépenser et de prendre un gros risque. Je veux dire de prendre un risque. On va parler de ce risque. Allez, je rentre dans ma première question qui me taraude depuis tout à l'heure. T'as fait comme ça en mode, je la connais ta question. Je la vois venir. C'est une bonne ou une mauvaise chose, l'héritage familial, surtout quand il est conséquent. Et je parle d'un héritage financier. Raconte-moi ton histoire. Alors, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose? Je pourrais pas te donner une réponse hyper franche. Mais mon histoire, c'est... moi, j'ai la chance d'avoir eu un père entrepreneur qui a bien réussi, qui a essayé... mes deux parents ont essayé de nous éduquer avec, tu vois, avec la valeur de l'argent, pas qu'on baigne justement trop là-dedans. J'aurais plein d'anecdotes que je pourrais te donner des exemples. Raconte à table ce qu'il vous disait quand vous aviez 10 ans. Mais tu vois... alors... Plutôt que ce qu'il nous disait, tu vois, tu peux prendre des cas concrets. On a eu la chance de faire, tu vois, des très belles vacances, de voyager au bout du monde. Ok. Quand on était, dès qu'on a été ados, ma sœur et moi, les fois où mes parents voyageaient en business, nous on voyageait en éco. Et donc, fais gaffe, il y a des gens, ils vont t'écouter en mode, mais déjà tu voyages. Oui, non mais c'est super, tu vois, et je suis très content de la chance que j'ai eue et tout. Ok, mais il y a un décalage où ils veulent voulaient pas qu'on soit des enfants. Et en fait, c'est vrai, tu pour acquis, quoi. T'as 13 ans, qu'est-ce que tu vas aller faire en business, tu vois, genre. T'as commencé à bosser à quel âge? 16 ans. Pourtant, à 16 ans, t'avais des thunes ou pas? Non, mais en fait, j'ai été éduqué. Mon père a commencé à bosser à 16 ans. Et il bossait où à 16 ans? Je crois il avait bossé dans une usine en Allemagne, enfin des trucs, des jobs, tu vois, tu commences en bas, quoi. Okay. Et moi, si je demandais des sous, j'en sais rien. Moi, à l'époque, à 16 ans, je leur disais tout le temps, tu vois, je veux plus de liberté, machin, je veux un scooter, j'en sais rien. Bah, t'as qu'à bosser, tu bosses 2 mois l'été, tu te l'achètes ton scooter, tu vois. Tu l'as fait? J'ai pas pris de scooter, mais j'ai bossé l'été, et je me suis payé mes trucs, ouais. Je vais revenir à cet héritage. Est-ce qu'on peut être neutre quand on reçoit une grosse somme d'argent, notamment quand on est petit et quand elle vient de la famille? Qu'est-ce que ça s'appelle neutre? Bon, bah, je vais faire ma réponse, mais... Est-ce qu'on peut dire, genre, l'argent fait pas le bonheur, c'est pas ce genre de truc? exactement ça, c'est plus loin que ça. Est-ce qu'on peut voir que l'argent vient avec son lot de contraintes et que quand tu reçois un héritage financier de la part de la famille, pour moi, les 2 grandes histoires qu'on connaît, c'est soit il y a une personne... limite ça devient anxiogène, c'est une responsabilité de faire des belles choses de ça, soit à l'inverse, des gens qui n'en ont pas conscience ou veulent ne pas montrer qu'ils en ont conscience et vont tout claquer. Alors, mais quoi qu'il arrive, t'as une émotion vis-à-vis de ça. T'as une émotion vis-à-vis de ça. Alors moi, la façon dont ça a été fait, c'était un deal, si tu veux. Donc, quand on a reçu cet argent, le deal, c'était, c'est avant tout pour savoir que quoi qu'il arrive, tu vois, mon père nous a dit, voilà, je travaille toute ma vie. Moi, je veux savoir que quoi qu'il arrive, mes enfants seront en sécurité. Donc, vous avez un appart et c'est la sécurité. Tu vois, c'est ma tranquillité d'esprit. J'ai travaillé pour ça. Donc ça, c'est une chance formidable dans la vie. Je dirais pas que, tu vois, c'est pas un gros stress, ça va. Ok. Le stress, c'est plutôt vis-à-vis des autres, tu vois. C'est pas normal. Mais tu l'as ressenti ce décalage, toi? Je l'ai ressenti, mais tu vois, je le ressentais déjà avant. Tu vois, je te disais les vacances. Quand vers 12, 13, 14 ans, tu comprends que les autres, ils partent pas loin, tu vois. Les autres, ils vont pas au ski 1-2 fois par an, tu vois. Donc, au début, quand t'es enfant, tu te rends pas compte, mais après, Ça développe quoi, ça, quand t'es gosse? Parce que tu t'identifies plus à tes potes à ce moment-là ou alors moi, tu vois, comme on en a parlé tout à l'heure, moi, j'avais pas beaucoup d'amis à ce moment-là, donc j'avais pas ce problème-là. Ok. Mais ça ajoute de la différence, tu vois. Et la différence, après, je pense que toute personne la gère un peu à sa façon. Est-ce que l'argent que tes pères c'est ton père réellement ou ta famille, on va dire? On va dire c'est ma famille. Moi, je veux pas faire de différence, tu vois. C'est un sacrifice familial. C'est quoi la responsabilité qui est attachée à ça quand toi tu la reçois? En tout cas, même pas ce qu'on t'a dit, mais toi, comment tu le reçois? Alors, certainement pas flambé déjà. C'est-à-dire que On a bien vu que tu flambes pas, c'est moi qui t'ai invité. C'est vrai, merci beaucoup. Certainement pas flambé, on n'a pas été éduqué comme ça. L'argent, c'est pas, tu vois,
ça fait pas de toi quelqu'un mieux que les autres. C'est pas et en fait, on le sait qu'on l'a pas gagné nous. Donc c'est comme un trésor qu'on te confie, tu vois, t'as une responsabilité. Et moi, je l'ai toujours vécu comme ça, c'est-à-dire c'est une responsabilité envers la société. Moi, j'ai eu une chance que les autres n'ont pas, et j'ai le devoir d'en faire quelque chose. Je veux te poser une question. T'es français, Je suis français, mais tu vis en Belgique. mais je vis en Et Belgique, tu as vécu aussi avant en et France j'ai vécu et en à France. Belgique. Ouais, En Belgique, tu m'expliquais que la différence, et c'est peut-être le seul moment, on va même pas parler de politique, on va parler de juridique. juridique. Allez hop. Ps, ps. Mais en gros, ce que je voulais dire, c'est que l'héritage est taxé et sur la transmission, entre Ouais. guillemets, Mais familiale en... moins qu'en France. Moi, j'allais dire en France. Et tu Ouais. disais la grosse différence en Belgique, c'est que ça ne l'est pas ou presque pas. Exact. Et juste avant, tu disais qu'aujourd'hui, tu te reçois une sorte de trésor sur lequel tu n'as pas sué pour le créer. Et donc, tu sens que tu as une sorte de responsabilité. J'entends à demi-mot, mais limite par rapport aux gens qui n'ont pas eu cette chance. Ah oui, oui. Est-ce que tu mais penses que si. c'est du ressort de l'État? Est-ce que tu voudrais concrètement qu'en Belgique, on taxe plus des héritiers familiaux? Non, je pense pas. Je pense pas, parce que déjà, tu vois, la Belgique, c'est comme la France, c'est un des pays les plus taxés. On est taxé sur tout dans notre vie, tu vois. T'es taxé dès que tu gagnes bien ta vie, en tout cas en indépendant, tu vois, en Belgique, t'es quasiment taxé à 50%, comme en France. Ok. T'imagines, t'es taxé à 50%, et tout ce que tu vas acheter après dans ta vie, t'es retaxé, t'as la TVA, t'es retaxé à 20%. Je pense qu'on contribue quand même beaucoup. Mais qu'est-ce que tu dirais d'un mec qui a, je sais pas, 1 milliard, 10 milliards? Il y a encore potentiellement, ça se compte en millions, 3 générations plus loin. Ouais, Est-ce que tu penses que c'est un cadeau mais pour ça, les c'est- générations mais ça, futures? déjà, c'est des cas ultra particuliers, et je pense que c'est des cas qui sont pas forcément toujours très bien compris. C'est que les gens qui ont des fortunes dans ces sommes-là, c'est des fortunes qui sont quasiment toujours liées à une société, tu vois, de famille et tout. C'est pas du cash. Je Et vois en ce fait, que tu peux pas, C'est un actif, ouais, des actifs. tu peux pas déposséder ces gens de leur argent sans les déposséder de quelque chose d'autre qui est bien plus précieux, qui est tu vois, éventuellement le contrôle sur une société qu'ils ont où leur famille l'a construit Ok, sur il y a des générations, Il y etc. a un héritage culturel dedans. Ouais, mais Ok. tu vois, c'est pas de l'argent. Même eux, en fait, c'est pas. Alors, ils vivent. Évidemment, ils sont pas à plaindre, mais même eux, c'est pas de l'argent qu'ils peuvent aller dépenser. De toute façon, comment tu vas aller dépenser, tu vois, des centaines de millions. Moi, j'aime pas l'opulence, mais ça, je pense que Ça se voit. c'est la. Non, mais c'est- t'as bien en noir, donc ça va. c'est la responsabilité de chacun, si tu veux. Justement, toi, est-ce que tu peux me parler un petit peu de ton parcours familial, même si on en a parlé un petit peu en off, beaucoup même. Je veux comprendre la fortune que ton père a réussi à confectionner. Ouais. Déjà, ton père, il part de rien. On est d'accord? Toi, tu l'as ressenti comment, sachant qu'il me semble que c'est à 21 ans que tu as débloqué. Ouais, Et il y avait vers un la deal vingtaine. dedans, il y avait une contrainte, on est d'accord. Il y avait une contrainte. Vas-y, je te laisse me raconter un petit peu, et surtout, cet argent, il vient de quelqu'un qui s'est fait tout seul. Il vient pas de forcément avec une énorme culture de les arrière-grands-parents qui l'ont fait. Comment toi tu le ressens, tu vois, à cet instant T? C'est hyper difficile. C'est hyper difficile comme question parce que ça a beaucoup changé, tu vois, au fur et à mesure des années. Au début, je pense que j'y pense pas trop. Tu vois, t'es là et tu fais un peu abstraction. Tu fais t'as une vingtaine d'années, tu fais ta vie, t'essayes de pas trop y penser, quoi. T'en parles ou même pas? Tu le dis autour de toi ou t'en Ouais, as... peut-être aux gens les plus proches. Aux gens les plus proches, j'en parle parce que si t'en parles pas, de toute façon, tu vas faire quoi? Tu vas t'aliéner des autres, tu vois, ça sert à rien. Ok. Tout finit par se savoir, et en fait, il y a que en parlant, de toute façon, que tu vois comment les gens réagissent, et à partir de là, que tu peux décider comment toi tu vas, tu vois, et puis t'apprends à en parler. Ok, je peux pas le dire comme ça, tu vois, je dois faire attention, par respect aussi pour les autres, et t'essayes de partager aussi cette chance, tu vois. Ok. Je te donne un exemple. Moi, quand je faisais mes études à Paris, mes parents louaient un appart à Paris pour que mon père puisse venir pour le travail régulièrement. Donc moi, quand je faisais mes études, j'y logeais.
et ben, quand mes parents n'étaient pas là et que et ben, le week-end, j'essayais de recevoir des amis, tu vois, on faisait un truc à la maison, c'est cool, Ok. bah, t'essayes de faire profiter un peu les autres de cette chance-là. Et pour autant, si j'ai bien compris, tes amis ne te jugeaient pas. Je vais te poser cette question difficile, est-ce que tu as eu des amitiés où tu as senti que ces personnes étaient là par intérêt financier? Ouais, mais ça devient pas des amis. C'est des potes Ouais, voilà, exactement. et... C'est des Ok. potes et ça Et devient pas des next. amis. Ok. Et pas forcément next, mais tu vois, c'est comme ces potes que tu peux avoir où tu sens qu'il peut être un peu malsain sur certains trucs. Tu traces une limite et tu sais où tu veux pas, tu vois, ok, jusqu'à quel point avec eux tu veux être ami, tu vois. Tu nous l'as dit, hein, mais que jusqu'à 14 ans, toi par exemple, t'as pas eu beaucoup d'amis quand tu Ouais, étais plus jeune. C'est quelque chose dont tu as souffert. ouais. Mais Et- c'était, je pense pas nécessairement lié à ça. Non, non, mais je veux savoir, toi, une fois que tu as eu potentiellement cet argent ou une fois que tu as eu un pouvoir, et quand je dis un pouvoir, c'est qu'à 14 ans, tu peux pas dépenser beaucoup d'argent, Non. même si t'en as. Est-ce que tu as eu le sentiment par moment que tu étais en train de dépenser de l'argent pour être accepté des autres ou pour créer des liens affectueux? Ouais, mais ça a été très bref. Ok. Tu vois, très très bref. Tu le fais. Tu Euh, te sentais mal? Tu sentais que les gens... Ouais, enfin, tu te sens pas forcément mal, mais tu sens que c'est pas un truc que tu veux continuer. Tu sens que si tu veux, les gens, ils sont là, et puis quand tu as besoin d'eux, ils sont plus là. Donc, Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont compris Est-ce que tu t'es déjà permis de dire putain, j'ai un héritage financier, c'est pas facile. j'ai déjà eu cette discussion avec des amis. Et, est-ce- et qu'est-ce qu'on t'a fait ressentir? T'as plein de réactions. Je pense que t'as des gens qui comprennent pas, tu vois, parce que, parce que pour eux, s'ils avaient de l'argent, tu vois, tous leurs problèmes seraient résolus. Donc Euh, l'argent fait le bonheur ou pas? alors moi, tu vois, j'ai une perspective sur l'argent. Je considère que l'argent est un outil, et comme tout outil, c'est ce que tu en fais qui fait ton bonheur ou non. Donc il en faut pour être heureux, indéniablement, tu vois, il en faut. La question, c'est combien. Euh, Tu sais que la- t'as la- chiffré, toi? Moi, j'ai chiffré que j'aurais pas besoin de beaucoup pour être heureux, tu vois. C'est quoi pas beaucoup? Bah, je sais qu'aujourd'hui, euh, le- avec le fruit de mon travail perso, je pourrais gagner largement assez bien ma vie pour être très heureux. Tu vois, genre, Vraiment, je veux et que ça ne parler... devienne pas. Tu veux un chiffre? Ouais, je veux savoir c'est quoi? Bah, le C'est du chiffre, 10 000 par mois ou c'est ça dépend. moins? En fait, ça dépend de plein de trucs. Si je vivais à Paris, tu vois. Hmm. Si je vivais à Paris, je te dirais peut-être. Euh, J'aimerais gagner au moins entre 6 et 8 000 € par mois avant impôt. Après impôt, tu vois, il te reste à peu près Hmm. 4 ou 5, quoi. On est d'accord, on n'a pas les montants, et en Belgique, ce serait sûrement moins. C'est ça que tu voulais dire? En Belgique, la vie est beaucoup moins chère. Ouais, bien En sûr. Belgique, la vie est beaucoup moins Mais chère. ce qui est fou, c'est que 6 à 8, c'est quelque chose que beaucoup de personnes auxquelles peuvent accéder si elles ont fait les grandes écoles, etc. En France, hein, je dis bien, avec notre Ouais. process qui est bien fermé, sans forcément avoir hérité de grosses sommes. Pour autant, j'ai l'impression que ces grosses sommes-là, la grosse somme dont tu as hérité, qu'on va garder secrète, Ouais. bon, je rassure, je sais pas combien, et je suis pas à l'aise à te demander, j'ai pas forcément envie, c'est pas le but de cette conversation, mais je me dis, ça te donne un rapport à l'argent différent, non? Tu te dis que quand tu as une somme énorme comme ça, est-ce que tu te dis pas que tu peux avoir accès tu- Comment ne pas prendre ça pour acquis, tu vois, pour pas changer un niveau social dans ta tête ou un rythme de vie? Euh, Bah en fait, tu changes pas ton rythme de. C'est ça le truc. C'est là tout le truc. Je pense qu'en fait, cet argent, euh, si j'avais vécu comme quelqu'un qui dépense beaucoup, tu vois, jeune, qui Hmm. avait fait, j'en sais rien, qui faisait beaucoup la fête, tu vois, qui achetait des belles fringues et tout, on me l'aurait pas donné. Ok. On m'aurait dit, tu vois, t'es pas responsable, et tu vas pas. Et donc en fait, euh, et puis moi, je me suis construit en pensant que ce truc-là n'arriverait pas. Je me suis pas construit en me disant, et je pense que c'est extrêmement malsain, t'as beaucoup pour le coup d'héritiers, de gens comme ça ils savent que tu vois inexorablement par leur famille ils vont avoir, et généralement ça fait pas les gens les plus sympathiques. T'avais des choses à prouver à tes parents, par exemple, dire que tu étais digne de cet argent ou pas forcément? C'était pas verbalisé, mais indirectement je pense que oui. Et est-ce que c'est une manière aujourd'hui, quand tu entreprends avec Skate, de marcher aussi sur les pas de ton père? Ouais, il y a de ça. Moi quand j'étais plus jeune, je me disais mais j'ai pas du tout envie. Moi j'ai vu combien mon père il a bossé. Ça te Euh, donnait pas envie? ah non.
Ah non, je veux surtout pas de cette vie-là. Ok. Tu bosses le week-end, tu bosses en vacances, tu bosses en semaine, alors, vraiment beaucoup. Et en fait, moi, j'ai souvenir, si tu veux, de même les moments privilégiés qu'on avait en famille. Bah, t'as le téléphone qui sonne tout le temps. Et bah, tu vois, on est à table, je dois absolument décrocher. Et donc, la personne n'est jamais vraiment là. Mais elle te fait ressentir que c'est une contrainte qui la bloque dans sa vie, ou au contraire, je vais donner un exemple de ma maman. Gros bisous maman, que je te salue. On n'est pas là pour parler de thunes, mais justement, elle se plaint tout le temps d'avoir trop de choses à faire. Ouais. Et quand on est au Maroc, là, en vacances, c'est la première à vouloir faire 50 choses. Donc moi, je suis en mode, repose-toi un moment, arrête de nous saouler. Mais tu vois ce que je veux dire? J'ai jamais de ma vie entendu mon père dire j'ai trop de choses à faire. Donc en réalité, il prend du plaisir dans... Tu l'as vu heureux dans son travail? Ouais, je crois. Est-ce que t'as vu... Je sais pas, je sais que ta maman a travaillé en tant qu'infirmière. Ouais. Là aussi, tu l'as vue heureuse Ouais. dans la réalisation d'elle. Donc, globalement, moi, je pense que j'ai grandi dans une famille assez heureuse, tu vois. Donc, tu avais un bel exemple aussi de personnes qui Mais... peuvent aspirer à des choses. Ouais. Je pense Ok. que c'est... Liées à l'argent et la passion, quoi. Mais c'est beaucoup de contraintes. Mais tout le monde, t'as toujours des contraintes. T'as rien sans contrainte. Bah, justement, la contrainte de ton héritage, c'était quoi? La contrainte, c'est d'être responsable. Et la contrainte que, pour le coup, je pense que je me suis mis à moi-même, c'est d'en faire quelque chose. Pourquoi? Juste, c'est vachement important. Si moi, avec la chance que j'ai, j'en fais pas quelque chose, tu vois, qui dans la société, si moi, j'essaye pas, on est foutu, quoi. Tu penses à la société avant de penser à toi? Les deux, mais je fais partie intégrante de la société, tu vois. Et ton impact sur la société est partie intégrante de ton bonheur? Si t'as de la chance et que t'en fais rien, moi, si t'as de la chance et que t'en fais rien, moi, je me réveillerais vraiment mal tous les matins, quoi. Mais j'essaye de comprendre. Attends, excuse-moi, hein, la question par contre a été... Je Vas-y, voulais te demander. Non, mais t'avais une contrainte. T'avais un deal avec ton daron, ou avec tes parents. Ah oui, il y avait un deal. Ta sœur aussi qui a hérité d'une somme. Alors, non, ma sœur, c'est pas tout à fait passé pareil. C'est-à-dire que on a reçu de l'argent en même temps. Et, elle était plus et âgée. ma sœur était plus âgée et mes parents avaient déjà acheté un appartement pour ma sœur. Okay. Et moi, comme j'ai eu la chance d'arriver après et que l'appartement n'était pas trouvé, on m'a dit tiens, elle a des sous. Tu te trouves un appart à Bruxelles, tu l'achètes, et quoi qu'il arrive, on sait que tu auras un toit au-dessus de ta tête. Tu vois. Quel pourcentage de cette somme est allé dans l'appart? Quasiment, à la base, quasiment tout, mais j'ai très bien acheté, j'ai fait un bon deal. T'as mis en loc? J'ai mis en loc, j'ai pu mettre des sous de côté, et j'ai fait un bon deal, et j'ai réussi à garder 15%. Ok. 15%. La location derrière, quand... je travaillais à Paris, j'y touchais quasiment pas, tu vois, c'était de l'argent, ça faisait de l'argent pour plus tard, tu vois, qui alimentait. En fait, je voulais vivre normalement, si tu veux. On avait, tu vois, avoir un job, avoir un job normal, vivre dans un appartement, tu vois, pour mon âge, de taille normale. Et c'était aussi pour moi l'opportunité des premières années où tu travailles, tu vois, de 24 à 28 ans, je trouve que c'est les années qui te conditionnent le plus sur comment tu vas être derrière, professionnellement. Je pense que ça a été un énorme déclic pour toi cette année, même si on va revenir juste peut-être plus tard, parce qu'on va arriver vers Skate et on reviendra. Ouais. Je sais qu'il y a eu un petit déclic aussi avec cette école américaine. Ouais, alors ça c'est dans mon enfance, mais c'est un sujet vachement important. Ouais. Mais tu cherchais à te prouver quoi vers cette vingtaine? Je pense que je cherchais rien à me prouver, mais plus à trouver ma place. Tu vois, c'est compliqué en fait de trouver sa place quand... Tu parlais de l'argent. Quand tu as de l'argent, une grande partie de la société considère que déjà que tu peux pas être malheureux. T'as pas le droit. T'as pas le droit de te plaindre. T'as pas le droit de te plaindre, t'as pas le droit d'être malheureux. Et t'as bien vu, hein, tout à l'heure, on s'est comparé sur des sujets où tu me parlais et moi je te disais, putain, tu disais des choses, je peux le dire ou on peut en parler ou pas, ce qu'on se disait tout à l'heure? Tu vois pas de quoi je parle? Je vois pas forcément à quoi tu parles. Mais y a rien. Vas-y. Tu me disais par exemple que tu as pu avoir un mal-être ou un manque d'amour propre
notamment parce que t'as perdu 40 kilos quand même, et tu me disais, c'est drôle, je le dis, mais tu m'as aussi dit, je suis neutre vis-à-vis de ça. C'est-à-dire que je veux pas forcément en parler parce que j'ai pas envie qu'on me prenne sous ce prisme, on s'en fout. Et je l'aurais, enfin, si tu me l'avais pas dit, probablement, on serait pas allé dedans. Mais après, on a parlé des copines ou de l'amour, etc. Et je me comparais, j'ai jamais été gros. Et pour autant, genre, je m'identifiais à ce que tu disais. Et du coup, il y avait ce sentiment de me dire, j'ai pas le droit de me plaindre. Bah ouais, t'as pas parce le droit de te que plaindre. moi, je suis pas gros. Et pour autant, je peux ressentir ces insecurities. Ouais, mais t'as ce sentiment que là, on te fait sentir, t'as pas le droit. T'as pas le droit de te plaindre. Est-ce que c'est ce fait que tu n'aies pas le droit qui, en plus de ça, alors qu'on dit, hein, là je l'ai dit, on n'en avait pas parlé, on a dit que t'as pas eu beaucoup d'amis, on a compris qu'à 16 ans ça a changé, on a compris aussi que il y a eu des moments difficiles. Moi j'ai un truc qui m'a marqué par exemple dans ces années-là. Tu as été dans un job, tu m'as dit je voulais commencer au bras des pâquerettes, au plus en bas parce que je voulais me prouver que je pouvais monter. Moi, c'est écho de ton papa dans ma tête où tu disais qu'il Mais alors, il y a écho de mon papa et il y a aussi le côté. Moi, je crois pas au. Si tu veux, je crois pas au PDG né. Tu vois, ça n'existe pas. Ça n'existe. Si, pour moi, j'ai toujours pensé comme ça dans le boulot. Je veux que mon manager, ou je veux que la personne qui est au-dessus de moi, elle sache faire le boulot que je fais et qu'elle soit capable de me montrer. Et donc moi, si j'aspire à ça demain, je dois pouvoir le faire aussi. Tu vois. Donc, pas forcément syndrome de l'imposteur en fait. Quand tu applies, il y a des jobs auxquels tu savais que tu pourrais le faire. Ouais. Ok, ce qui est drôle, je spoil un peu, mais tu es quand même resté 5 ans chez Believe. Tu as rencontré ton associé, qui est ta conjointe aujourd'hui. Tout à fait. Ta copine, qu'on salue. Salut Manon. On en reparle après. Et non, surtout, moi, c'est ça que j'ai adoré. Il y a eu une restructuration, c'est une très belle boîte, mais toi, ça t'a pas plu. Et en l'espace de 2 jours, quand on t'a fait cette proposition... un week-end. 2 jours. 2 jours, ouais. T'as posé ta dème. Moi, j'ai posé, et moi, j'étais là en mode, gars, on est en France, il y a le chômage, tout ça. Toi, t'as dit, non, je ne voulais pas. Pourquoi tu ne veux pas à ce moment-là? Genre, c'est ta vision qui m'intéresse, tu vois. Pourquoi tu voulais pas? Tu t'estimais qu'il y a d'autres personnes pour qui le chômage a été installé, qui en auraient besoin, et toi, tu ne voulais pas prendre cette place? Parce que pour moi, ce que j'étais en train de faire, c'est un caprice. T'étais pas légitime à demander ça? Si, mais c'était un caprice de dire, tu vois, je suis pas d'accord avec ce que vous faites, je m'en vais. Réalistiquement, c'est un caprice. Alors qu'on en a parlé, ton contrat a changé, les missions ont changé. Mais quoi, il y a 2 options. Donc, soit tu vas les voir et tu leur dis, tu présentes tes arguments et ils présentent les leurs, et soit il y a un truc à l'amiable ou pas, tu vois. Et ça t'intéressait pas. Mais ça veut dire... ça veut dire, en fait, ils me l'ont pas proposé, donc ça veut dire se battre pour convaincre quelqu'un d'un truc qu'il veut pas faire. Soit tu assumes pleinement ton choix. Je savais qu'avec les compétences que j'avais acquises, tu vois, je retrouvais un job. Et dans un sens, je me donne pas le choix. Je me donne pas le choix et je vais devoir retrouver vite, tu vois. Et ouais, c'est le choix que je me suis imposé. C'est-à-dire que si je le fais en mode sur un coup de tête, comme je dis, un peu un caprice, tu vois, assume ton truc jusqu'au bout. Tu peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre, tu vois. Et je vais spoiler, mais c'est les débuts, c'est la naissance de Skate qui arrive quelques mois après. Ouais. C'est la naissance d'une nouvelle vie. Du fait de vouloir être entrepreneur. D'embarquer de vouloir entreprendre. Ta copine... donc Manon, ça faisait quoi, 4 ans que vous étiez ensemble à l'époque, avec une certaine incertitude, tu me l'as dit, aussi de se dire, bon, elle quitte son pays et sa ville pour aller dans une autre, elle n'a jamais voulu être entrepreneuse. Et moi, ce que je trouve très drôle, c'est que, sans rentrer dans les détails, tu as rebossé pour Believe après, donc en indépendant, donc la vie est très bien faite. Tu m'as dit que tu crois beaucoup au karma, tu m'as aussi dit que tu t'écoutais beaucoup. Je pense que ce sont des valeurs fortes, voire cardinal pour pouvoir entreprendre. J'aimerais comprendre à quel moment tu as commencé à être serein dans ta vie, à être à l'aise avec soit l'incertitude, soit le fait qu'il y ait des gens qui te renvoient des choses que tu ne comprends pas ou que tu n'aimes pas, ne plus essayer de plaire à des gens, et même surtout, moi c'est la finalité de tout ça, c'est croire en toi et tes capacités. Ça c'est long.
Allez, mec. Ça, c'est long. C'est long et en plus, c'est pas, tu sais, c'est pas une ligne droite en fait. En fait, il n'y a pas eu un gros déclic, Non. c'est des petits quick wins qui sont, enfin, des petites Ouais. victoires qui sont arrivées au fur et à mesure. Et des grosses défaites. Tu vais raconter une anecdote dont on n'a pas parlé. Vas-y. Quand j'étais chez Believe, tu sais, je t'avais expliqué que moi, dans tous les boulots que j'ai faits, j'agissais comme si c'était ma boîte. Et alors, il y a des gens à qui ça plaisait, il y a des gens à qui ça plaisait pas. Voilà. C'était le bien commun de la boîte. Ouais. Quand on dit sa boîte, c'est pas il voulait prendre les parts. Non, bien sûr. Le bien commun. Il va couper la tête du roi. Non, mais je voulais tout faire en me disant si c'était ma boîte, comment je voudrais que ce soit fait, tu vois. Et du coup, cette position que j'avais était super dure pour ma manager. Et du coup, forcément, pour les gens tu vois, qui devaient bosser avec moi. Parce que bah, tu challenges tout, tu restes pas forcément à la place qu'on t'a attribuée. Je donne mon avis même quand on me le demande pas. Tu vois, C'était trop important de donner ton avis. Tu te disais, en je fait, c'est pas concevais- moi, c'est juste je conçois intéressant, quoi. Ce je que conçois dis. pas de le faire autrement, en fait. Ok. Et Tu trouverais que ce serait te renier ou renier les responsabilités que t'ont donné tes boss de ne pas apporter de la valeur pour la boîte à ce moment-là. ouais, puis en fait, je considère qu'on est tous là dans le même but. Et pourtant, les autres gens pensent pas forcément comme moi, tu vois. Mais moi, je considère qu'on est tous là dans le même but. Et que si on a ce but commun, on s'en fiche, tu vois. Et du coup, ça s'est passé comment? Tu disais qu'il y a eu des... Et du coup, il y a eu une anecdote un peu particulière. On avait une nouvelle personne qui était arrivée dans l'équipe. On lui a confié un projet et ma manager me demande de la tenir informée, tu vois, de comment je pense que le projet avance et tu vois, d'un peu surveiller de loin. Et après quelques mois, je trouve que le projet stagne, ouais. ça va pas bien se passer, tu vois. Je sens que ça va pas bien se passer. Il y a les vacances d'été, donc je le regère pendant une semaine. Il y a des trucs qui me semblent pas top. Du coup, ma boss revient de vacances, je lui en parle. Alors, sûrement très maladroitement, tu vois, dans la façon dont j'en ai parlé et tout. Puis le temps passe, j'y pense plus. Elle le reçoit comment déjà, ta boss? Bah, sur le moment, je pense que, tu vois, elle me dit ah, merci de m'en avoir parlé, je vais me pencher sur la question. Ok. Faut gérer le truc, tu vois. Et puis elle aussi, derrière, elle doit reporter à quelqu'un, tu vois. Bien sûr. Et on en parlera peut-être après, c'est là la différence, tu vois, c'est pour ça que moi j'ai démissionné et que beaucoup de gens ne le font pas. Elle a peut-être peur de perdre son job derrière, tu vois, ou de se faire Bien engueuler. sûr, bien sûr. Euh, On en parlait tout à l'heure quand je te disais que je demande des conseils à des gens et que certaines me donnent leurs conseils et que d'autres ont l'impression que c'est une interro surprise. ouais, Quoi. ouais, que c'est, ouais. Alors que je suis en mode non, moi c'est toi que je veux, enfin ton avis. Ouais. Et du coup, un mois après, moyenne plus 2, moyenne plus 1, ils me disent ouais, tu peux venir dans le bureau, on doit te parler et tout. Je te jure, je rentre dans le bureau, je suis convaincu que je vais avoir une promotion, qu'on va me féliciter. Mais j'en suis convaincu. Je rentre dans le bureau et je comprends très vite que c'est pas du tout ce qui va se passer. Tête d'enterrement. Ouais, voilà, tu vois, l'air très sérieux et tout. Et là, mais je me fais dégommer. Mais genre, tu sais, tu fous une ambiance de merde dans l'équipe, tu critiques tes collaborateurs, tu fais chier, tu donnes ton avis sur tout le monde et tout. Et puis là, tu vois, tu tombes vraiment de haut. Parce que moi, j'avais jamais eu l'intention de le faire comme ça. Tu te défends ou pas? Ouais, sur le moment, je me défends. Tu trouves que c'est injuste? Ouais. Ouais. Et puis, tu trouves que c'est injuste. L'enfer est pavé de bonnes intentions, tout à fait. Tu trouves que c'est injuste, et là, putain, tu rentres chez toi, t'as envie de quitter le job, t'as vraiment pas envie de revenir le lendemain, tu vois, c'est l'angoisse, quoi. Parce que t'as un peu le sentiment d'injustice. D'être la paria, ouais. Puis, c'est compliqué, quoi. C'est vraiment compliqué. Et à ce moment-là, moi, je me suis dit, bon, bah, tu vois, je peux pas rester. J'ai commencé à chercher un job. Et puis, je me suis rendu compte que il y avait pas mal de boîtes qui étaient intéressées. C'était pas trop dur. Et ça m'a enlevé un peu ce poids, tu vois, de se dire, ah bah, ok, si demain je perds mon job, bah, en fait, ça va. C'est pas la fin j'ai acquis des compétences qui me permettent de retrouver un job assez rapidement. Il a fallu que tu te tapes un petit coup de stress un pour gros te coup de stress. déstresser quand même. Mais tu t'es pas forcément dit, tes deux boss, ils ont raison. T'as quand même revu la situation et tu t'es dit,
Je vois les biais de chaque personne, mais selon toi, toutes les personnes dans une boîte ne travaillent pas Ouais. forcément pour le bien commun de la boîte, Ouais, ou en tout cas. ont trop de biais Ouais, et puis j'ai d'insécurité. réfléchi aussi à. Manon m'a beaucoup aidé là-dessus. J'ai réfléchi à comment j'avais présenté les choses. Parce qu'en fait, le fond et la forme sont deux choses qui sont radicalement différentes. Ça vaut la même ou pas pour toi? Le fond et la forme, Ouais, je pense que la forme. Aujourd'hui, je t'aurais jamais dit ça avant, je pense qu'aujourd'hui, la forme est plus importante que le fond. c'est fou, hein. Et on est d'accord que toi comme moi, on l'a appris dans la douleur? Ouais, Ouais. vraiment dans la douleur. C'est dur. Exactement. Vraiment, vraiment, j'ai appris ça dans la douleur. Et d'ailleurs, tu vois, moi j'ai grandi en entendant mon père dire qu'on apprenait que dans la douleur. Ce jour-là, je l'ai compris. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Ouais. Tu penses qu'il faut se brûler pour comprendre que le feu brûle? C'est pas que ça. Et moi, d'ailleurs, les gens avec qui je bosse, je les pousse vachement là-dedans. Euh, je pense qu'il faut se brûler pour être heureux. Un petit peu. Si tu te fais pas, si tu te Il n'y a fais pas pas de de mal. bonheur sans problème. Ouais, si tu te fais. Si tu... B2OBA. Je te jure, c'est vrai. Mais même B2O, tu vois. Ouais, je me le disais la phrase d'après, mais on va pas la dire ici. Non, mais ouais, je pense qu'il n'y a pas de. Il y a pas de bonheur si tu te fais jamais mal, en fait. Si tu te fais jamais mal. Il n'y a rien sans rien dans la vie? Je sais pas La si. chance, ça n'existe pas pour toi? Les choses qui tombent du ciel, ça n'existe pas dans ta tête? Si, moi, je peux pas. Dans ma position, je peux pas dire que la chance n'existe pas. Bah, attends. Ce que je peux te dire, en revanche, c'est que si tu attends juste la chance, tu vas même pas te rendre compte que tu en as eu. Tu me dis que la chance, on en a parlé plus ou moins, tu as eu une enfance pas facile, toi tu l'as vécu Ouais. de manière pas facile, à refaire, et tu as essayé de vivre une vie normale comme tu disais, à refaire, tu aurais préféré vivre dans une famille moyenne avec des belles valeurs, ou dans une famille aisée avec un héritage et tout Je peux, ce que ça implique. je peux pas te répondre de façon. Je peux pas te répondre de façon honnête parce que je l'ai pas vécu, Lodi. Ok. Et réalistiquement, tu vois, je peux te dire oui et tout. Tant que tu l'as pas vécu, tu sais pas ce que c'est. Je vais te parler d'un truc, là on est en train de parler, tu m'as parlé de tes amis. Ouais. Avant, on en a parlé, et on va tendre vers Skade, mais je veux comprendre la force du collectif. Et en fait, Skade, je sais que tu as dit que ça s'adressait à tout le monde, Ouais. mais il y a une petite personne que tu as peut-être envie de servir dedans. C'est quoi ce délire de collectif? Pourquoi le collectif? Et est-ce que c'est en réponse à des choses qui s'apparentent à la solitude que tu as pu vivre aussi? Ouais, alors pourquoi le collectif? En fait, Skate, c'est deux choses. C'est le collectif et l'argent. C'est deux sujets, moi, qui m'ont beaucoup construit. Enfin, en tout cas, la solitude et l'argent, et indirectement... Est-ce que tu allais dire qu'ils m'ont fait beaucoup de mal? Tu allais dire ça et j'allais tu le t'es dire, dit... et je me suis repris parce que plus aujourd'hui. Enfin, tu vois, il y a eu du mauvais dans la balance et il y a eu beaucoup de bons Mais tu qui l'as s'est quand même rajouté. ressenti. Tu Ouais, l'as ouais. ressenti ce mal. Je comprends que tu es en train de dire une chose, c'est qu'il y a des gens qui vont te regarder qui n'ont pas eu cette chance financière Ouais. et qui vont se dire je vais pas être compris, mais je suis là pour ça. Je suis aussi là pour donner ces nuances et c'est ce que moi je veux toucher du doigt. C'est l'éducation, c'est comment tu te sens, etc. et comment tu te construis. Mais vas-y, reviens là-dessus, pardon. L'argent en soi, c'est déjà un sujet assez, tu vois, c'est difficile. Et on a tous tendance à pas trop aimer en parler, à garder ça dans notre coin. Et le fait qu'on n'aime pas en parler nous rend vachement plus vulnérables sur le sujet. Et vulnérables, pas forcément, tu vois, le grand mal à se faire voler, Non, mais à prendre des vulnérables, mauvaises décisions. exactement, à prendre des mauvaises décisions. Le manque d'informations, ouais. le tabou. Et ça, moi, je trouve ça vraiment terrible comment dire, je trouve ça terrible que beaucoup de gens soient privés de ça, tu vois. Parce que, en fait, in fine, tout le monde voudrait avoir plus d'argent. Sans exception, tu vois, quasiment sans exception, tout le monde voudrait avoir plus d'argent. Mais assez peu de gens comprennent réellement comment le faire. Et quelle est... C'est quoi ta responsabilité dedans? Ma responsabilité... En tout cas, que tu t'es donnée. Ouais, la responsabilité que je me suis donnée, c'est d'essayer, en fait, de rassembler les gens autour du sujet et que les gens qui ont plus d'expérience aident ceux qui en ont le moins, tu vois. Est-ce que tu trouves que dans le monde dans lequel on vit, ouais. On va pas parler de politique, j'ai promis, tu trouves qu'on est collectif? Ouais, quand on veut, ouais.
Quand on veut, on est collectif. Quand on veut, on est collectif, mais tu as remarqué, je pense que tu l'as forcément remarqué, le collectif s'arrête souvent, comment dire, on est collectif tant que ça ne nous impacte pas, nous, négativement, tu vois. On est tous pour que les autres payent plus d'impôts, personne n'est pour payer soi-même quasiment plus d'impôts, tu vois, sans parler de politique. Donc en fait, il y a des belles idées, mais l'exécution en pratique est un petit peu plus compliquée. Exactement. Tu as parlé de responsabilité, et je crois qu'on a parlé de responsabilité choisie à travers Skate. Je veux juste comprendre, est-ce qu'avec Skate, c'est la première fois que tu as choisi et avec envie de te consacrer à quelque chose, à une responsabilité qui est plus grosse que toi? Un truc aussi gros, ouais. Tu sais pourquoi ou pas? Je sais que j'ai eu l'envie croissante de le faire. Et après, tu vois, il y a une forme de... ça m'a paru le bon moment, quoi. Il fallait y aller. Et il y a une phrase... moi, du coup, je parle beaucoup à mon père, tu vois, quand j'ai des doutes, quand j'ai besoin de conseils, etc. Et il m'a dit une phrase qui m'a beaucoup marqué quand je commençais à réfléchir, du coup, à Skate et à monter le projet. Je me disais... c'est quand même vachement ambitieux, ça me fait peur, tu vois. Et il m'a dit cette phrase très simple, il m'a dit « Je connais la route, t'inquiète pas ». Lui, il t'a dit ça? Ouais. Est-ce qu'il t'a renvoyé qu'il avait confiance en toi à ce moment-là? Ouais, et aussi, en fait, il m'a enlevé des peurs, tu vois, qui étaient importantes. Et c'est un peu ça qu'on veut véhiculer avec Skate. C'est montrer aux autres, aux gens qui sont débutants, on a des gens qui connaissent la route, ne vous inquiétez pas. Tu le montes avec qui, juste Skate? Donc on a dit Manon, je le dis pour les gens, mais vous êtes 9 en interne, vous allez monter, vous avez déjà la plateforme, mais vous n'avez pas encore de monétisation. On est pré-monétisation. Donc là, vous êtes en que du B2C. Là, le but à l'heure actuelle, donc c'est quoi, 6000 personnes qui sont déjà sur la plateforme? Là, on a 6000 personnes qui sont inscrites. Vas-y, présente, je ne vais pas le faire pour toi. On a 6000 personnes qui sont inscrites. On a lancé la plateforme il y a 3 mois, donc c'est quand même assez récent. On est encore en train, tu vois, de tester notre message, chercher. On a construit plein de choses, on a plein d'idées. Maintenant, il faut que ça réponde à un besoin que les gens... Là, c'est quoi le besoin auquel vous répondez à l'instant T? Le besoin auquel on répond à l'instant T, c'est le besoin d'être en communauté et de suivre ce qu'on fait. Pour les gens, en fait, on a 2 besoins. On a les gens qui investissent déjà, mais maintenant qui ont besoin d'être accompagnés ou d'avoir une forme de suivi, de pouvoir confronter leurs idées, de pouvoir échanger avec d'autres. Et on a une deuxième population qui est hyper importante aujourd'hui et hyper adressée, c'est ceux qui ont envie de le faire. Mais qui ne passent pas le pas? Tu vois, on parlait du sport tout à l'heure, le terrain d'entraînement. Ma Skate, c'est ton terrain d'entraînement. Okay. Tu viens au club, tu vas au club de tennis, tu vas en prendre l'exemple du tennis, tu t'entraînes, tu regardes les bons joueurs jouer, parce que c'est exactement ce que tu peux faire sur Skate. Tu regardes, on a un système de portefeuille public, tu peux regarder ce que les bons investisseurs font. Ça, c'est inspiré des réseaux sociaux? C'est inspiré même de boîtes où tu peux suivre des kind of investisseurs et voir comme leur choix? C'est inspiré. Alors, il y a un truc qui s'appelle le social trading. Et nous, on a voulu pousser le concept plus loin. Le social trading, l'idée, c'est de dire, tu choisis des gens et t'as pas trop besoin de réfléchir, tu les suis et tu reproduis, tu vois. Ce qui s'appelle le copy trading. Ouais, c'est très, très malsain, ça, non? Est-ce que tu considères que pour des choix financiers, donc de l'argent, ton argent, j'allais dire que tu as travaillé pour, mais même pas, tu peux avoir, c'est ton argent. Peu importe, ça peut être un héritage, tu vois, ça peut être... Une décision qui est financière, est-ce qu'elle devrait pas être sur au moins 3 ou 4 sources différentes recoupées? Exact. C'est pas, là je m'excite là, mais c'est pas grave, malsain ou dangereux d'avoir des gourous dans notre monde aujourd'hui? Si, et je pense que ce qui est malsain, mais pas que dans l'argent, dans tout domaine, c'est de dire aux gens que ça va être facile, tu vois, et qu'ils n'auront pas besoin, ils n'auront aucun effort à faire, ils n'auront rien à faire, alors que c'est pas vrai. Skate, c'est facile ou pas? C'est pas facile. En revanche, tu peux prendre comme c'est de l'argent, c'est pas de l'argent, tu n'investis pas forcément avec de l'argent réel, tu peux faire du virtuel, tu prends le temps que tu te faut.
Ok, donc tu peux aussi jouer presque. Ouais, donc en fait, tu peux jouer, on va dire, tu peux jouer à l'investisseur pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, jusqu'au moment où tu te sens prêt. Et alors en investissement, tu as ce sujet qui revient tout le temps, c'est les gens, ils se disent, ouais, mais si je joue, tu vois, pendant 3 mois, je vais peut-être rater le bon moment. Le FOMO. C'est un marathon, tu vois, il n'y a pas de bon moment. Dans 3 mois, ce sera encore le bon moment. Il y a des meilleurs moments que d'autres, mais fondamentalement, tu n'as pas le bon moment. On doit enlever l'émotion quand on fait de l'invest. Alors, parce que bizarrement, tu m'as aussi dit que tu t'écoutais ton ouais, gut feeling aujourd'hui. alors, en fait, ça, c'est propre un peu à chacun. Moi, j'ai la logique en termes d'investissement. Moi, j'ai une façon de voir les choses qui est t'investis. Alors, évidemment, pour le but, l'objectif ultime, tu vois, c'est de gagner de l'argent. Mais quand t'investis, tu soutiens des sociétés. C'est ça, concrètement, c'est ça que tu fais, tu vois. Et donc, tu peux avoir un peu d'affectif. Tu peux dire, moi, je préfère quand même investir dans des boîtes dans lesquelles je crois, je comprends ce qu'ils font. T'es pas obligé d'avoir une attache émotionnelle hyper forte, tu vois. Mais je vais te donner un exemple. Moi, je suis... donc, mon père investit depuis longue date. Il est conseillé par des gens et on a des calls réguliers, tu vois, avec ces gens-là pour décider de... Pour Skate non, pas pour... Non. Enfin, moi, je le fais à titre perso. Mais tu t'en inspires. Mais je m'en inspire pour Skate. Et l'idée, c'est de dire, bah, on veut bien dans tout investir, sauf dans, tu vois, construire des obus. En ce moment, ça monte très bien, ça rapporte du fric. Moi, je veux pas le faire. Ok, donc l'économie de guerre, c'est pas ton truc. Okay. Moi, personnellement, je veux pas le faire, tu vois. Okay. Tout comme la logique que j'ai avec, alors c'est très personnel. Moi, la logique que j'ai avec les cryptos, je suis pas, tu vois, voilà, je suis pas super chaud du truc. Alors, je pense que c'est quoi, c'est le fait d'une économie virtuelle, c'est quoi? Ouais, c'est le fait, en fait que ce soit décorrélé d'un actif réel. Moi, j'ai du mal avec ça. Alors peut-être c'est juste que je suis très cartésien et tout, tu vois. Ah, et je suis sûr qu'il y a 50 cartésiens qui viendraient. Mais les gars, c'est pas un podcast sur la crypto. Arrêtez-vous maintenant. mais tu vois, il y a des gens qui trouvent leur compte et c'est très bien. Mais moi, c'est pas mon truc. Et en fait, l'idée avec Skate, c'est de te dire... j'ai pas plus raison qu'un autre, tu vois. L'idée, c'est de te dire... Ok, bah, je vais pas faire comme une personne, je vais en regarder 10 et je vais faire mon truc et je vais comprendre. Et quand tu comprends, t'as pas besoin, quand tout va bien, t'as pas besoin de comprendre, tu vois. L'investissement a connu une vague énorme ces 2 dernières années. T'as beaucoup de gens qui ont démarré, qui se sont lancés et tout. Super. Et on leur a expliqué qu'en gros, c'était facile, t'investis sur 20 ans, tu regardes pas trop, et tu vois, et ça va bien se passer. Fondamentalement, c'est assez vrai. Mais la réalité, c'est que si tu suis pas, et que t'as un peu ce qui se passe en ce moment, et que tu vois ton portefeuille qui fait moins 15%, et que c'est tes économies de ta vie, et que tu vois que tu viens de perdre, t'avais mis 20 000 balles, 15%, c'est 3 000, tu vois. Ça fait mal. Si tu suis pas, et que du coup, t'as une réponse très émotionnelle au truc, t'es tenté de faire le pire des choix, qui est en fait de vendre au moins bon moment et de rater l'opportunité derrière parce que t'as eu une réponse émotionnelle et que du coup tu vends, tu vois, enfin, qu'en fait, toi, t'arrêtes tout. Tu veux apprendre aux gens à mieux gérer aussi cet aspect émotionnel dans l'investissement et en être conscient. Juste en être conscient. Et en être conscient, et en fait, si t'es entouré, ouais. Si t'es entouré, c'est 10 fois plus facile de prendre la bonne décision. Donc c'est avoir une diversification des sources d'informations aussi et de pouvoir en parler. Je voulais juste savoir une petite chose. C'est prévu pour quand la monétisation? Et je sais que tu as 2 modèles dedans. Si tu peux nous en parler. Enfin, je sais pas. Alors, si tu peux. On a plein d'idées de monétisation. On n'a pas forcément un plan ultra concret. Le but demain, ça va être d'amener quand même des outils tu vois, un peu plus avancés pour les investisseurs qui sont... tu vois, qui sont vachement actifs, j'en sais rien, qui ont plusieurs comptes, qui ont un compte perso et un compte géré par un conseiller et qui veulent comparer les deux, tu vois, consolider leurs trucs. Il y a plein de trucs à faire là-dessus. Il y a déjà des gens qui le font bien, mais pas forcément avec la dimension sociale que nous, on a. C'est ça juste, Cade, la grosse diff, c'est qu'il y a un aspect social et éducationnel. Alors, il y a un aspect social, et en fait, l'aspect social, il existe déjà. Tu vois, tu peux aller aujourd'hui sur Reddit, tu as des forums et tout. La grosse différence que nous, on a sur l'aspect social, c'est que les gens à qui tu t'adresses, tu as leur portefeuille qui est public derrière, et leur portefeuille, c'est leur CV. Okay, d'accord. Moi, je peux aller expliquer à tout le monde que je vais te choisir 20 trucs. Je vais te dire que j'ai investi là-dedans en 2020 et qu'aujourd'hui j'ai fait x4, tu vois, et que je suis trop chaud.
Ah, c'est intéressant, mais attends, juste une question là-dessus. Est-ce que tu trouves que vaut mieux pas expliquer à ce moment-là pourquoi tu as investi il y a 4 ans dans ces choses-là? Je m'explique. Est-ce Ouais, il faut que l'expliquer. si on Il y a explique 4 ans. Ouais, mais même aujourd'hui, tu vois, t'as bien vu que notre conversation, c'est aussi des revues et comment toi tu vois les Ouais, choses ouais. aujourd'hui. Est-ce que tu crois pas que pour transmettre un Ah si, si, conseil à si. quelqu'un, tu dois expliquer ton cheminement de pensée? C'est exact. Et en fait, t'as pas le droit de faire de conseils. En tant que particulier, t'as pas le droit de faire de conseils. Et donc, en fait, tout ce que tu peux faire, justement, c'est expliquer pourquoi tu l'as fait. D'accord, ok. Donc C'est ça, le seul c'est truc. là la Ah pédagogie, ouais. quoi. Et ce truc-là, il a une valeur énorme parce que derrière, tu prends une décision parce que tu comprends le truc, pas parce qu'on t'a dit de le faire. C'est très différent, tu vois. Je veux poser cette question. Je me trompe ou pas que t'adorerais remettre le pouvoir le pouvoir financier dans les mains des jeunes? Ah ouais. Pourquoi, Des gens de pourquoi... manière générale. Alors c'est ça ma question, c'est les gens ou c'est les jeunes? C'est les gens, mais les gens L'avenir, qui c'est sont les jeunes, jeunes. les gens qui sont jeunes aujourd'hui, tu vois, c'est l'avenir, tu vois, c'est ce qui est le plus important. Est-ce que tu voudrais voir des riches devenir plus riches ou des pauvres devenir revenus moyens, C'est voire marrant parce riches? que on a toujours ce débat riche contre pauvre. Et moi, je pense que ceux qui sont les plus oubliés et qui souffrent le plus, c'est la classe moyenne. Je t'ai dit, hein, qu'ils passent de pauvres à moyens ou à riches, mais Ouais. donc il y a bien une étape. On les adresse pas encore, c'est ça. Non, mais c'est pas qu'on les adresse. En fait, c'est les gens qui sont jamais adressés et, Et qui se sentent et ni qui bataillent. Ouais, l'un tu ni vois. d'un. Ouais, ok. Ils sont ni l'un ni l'autre. Ils sont ni l'un ni l'autre. Donc en fait, ils n'ont pas le droit de se plaindre, mais ils n'ont pas vraiment de privilèges non plus. Hmm. Et, euh, et, et, euh, et en fait, ils sont toujours du mauvais côté de la barrière, tu sais. C'est eux que tu cibles, parce que d'ailleurs, hein, tu as eu Ouais, 6000 inscrits, mais t'étais pas encore sur les réseaux. Mais tu as ouais. utilisé, tu m'as dit que tu as fait des pubs Ouais, méta on comme a fait des pubs acquisition. méta. On essaie quand même de faire parler de, tu vois, de ce qu'on fait. Ça ressemblait à quoi les pubs et surtout tu ciblais qui dedans? Alors, nous, dans les pubs, on avait 2 pubs qui tournent. Enfin, Ouais, on a 2 pubs qui tournent et on ciblait 2 jeunes qui, donc, pour l'idée, c'est deux types de jeunes. 2 types de jeunes, mais l'idée, Deux c'est... jeunes, c'est. Non, non, on a une pub avec 2 jeunes, 2 personnes, tu vois, assez jeunes. Ok. Et l'idée, c'est Ouais, de j'ai pas véhiculer, compris. en gros, tu te prépares maintenant pour demain. Parce que, en fait, si tu te prépares le jour où tu décides d'investir, bah, il y a des chances que tu Que vas t'aies pas apprendre, mais toutes les infos. tu vas apprendre dans la douleur, quoi. Parce que les erreurs, tu les auras fait en réel avec tes sous. Et là, soit tu arrêteras complètement, et ça serait vachement dommage, soit bah, tu vas y perdre quand même des plumes, tu vois, au passage. Bien sûr. Donc on a une pub avec 2 jeunes et on a une pub avec qui est censée imager une fille et son père. Parce que en fait, tu as quand même une notion de transmission là-dedans qui est vachement forte. Et tu as la responsabilité. Enfin, moi, je considère aujourd'hui, c'est pas à l'école vraiment de te donner une éducation financière, c'est plus à la famille, tu vois, c'est plus au cercle privé. Et tu as un vrai enjeu là-dessus. Le problème, c'est que tu vois, j'en parlais dans mon dernier podcast avec Camille de Tremplin Jeunesse. L'éducation publique, c'est le socle commun à tout le monde. Mais comment tu fais pour combler ces inégalités sociales lorsque ton cercle social qui vient de tes parents et qui vient de leur cercle social est du même milieu? Donc, c'est-à-dire, on n'a pas eu d'éducation financière. Si on tombe pas sur Skate en tant qu'enfant, Ouais, comment demain on va pouvoir, ne serait-ce que savoir, et dédicace à Flint, que travailler pour son argent et faire travailler son argent, c'est pas pareil. exactement. Alors, comment on va pouvoir le savoir? Bah, en fait, t'as qu'une seule façon, c'est que ça devienne plus t'as de gens qui le font, tu vois, plus tu vas avoir de modèles et plus le truc va se répandre. Et en fait, jusqu'à ce que, idéalement, ça devienne pensée commune, tu vois. Donc, tu as une portée nationale que tu vises, quoi. Il faut Ah ouais. vraiment que ça soit Ouais, cross-class. alors moi, je pense qu'investir en bourse, tu vois, c'est pas forcément pour tout le monde. Je veux pas forcément. Il y a des gens à qui ça convient, il y a des gens qui savent qu'ils sont trop émotionnels, c'est pas pour eux. Mais investir et prendre des bonnes décisions, ça par contre, c'est pour tout le monde. Ça, je suis d'accord. Et moi, je le vois par exemple avec mes amis, le rêve de ma génération, c'est d'acheter un appart. Tu vois. Moi, j'ai des amis qui prennent des prêts à des taux qui sont. C'est de la folie. Pour une satisfaction, quoi. Ouais, Une fierté. pour savoir qu'en fait, leur appart, c'est leur, et ils ont ce raisonnement qui est un peu faux de se dire
Ouais, mais une fois que je suis propriétaire, tu sais, genre, je paye plus de loyer et tout. Ouais, Ouais, mais en fait, une va fois que voir t'es les impôts. une fois que t'es propriétaire, t'as des impôts, t'as la chaudière qui tombe en panne, faut lâcher 10 000, faut la remplacer. Ouais, bien Tu sûr. vois, t'as des galères, t'as les Je galères du sais qu'il y a- propriétaire, en fait. Il y a des gens qui disent si tu veux être tranquille, sois juste locataire. Mais c'est intéressant Ouais, ce que tu dis, juste, c'est un rêve. Sauf que c'est un rêve retransmis par la société. La société qui nous dit que si tu as ton appart à 30 ou même. t'as réussi. Voilà. Moi, la question, et évidemment, on en parlait juste avant de monter, je sais pas si tu te souviens. Je le sais, tu considères, et je bois à 100%. Je vais expliquer. Putain, j'ai dit que j'allais l'expliquer. On s'est rencontrés sur un message LinkedIn. Tu m'as Tout à envoyé fait. un message. On s'est fait un call pendant 35 minutes. Ouais, Je t'ai parlé de tout sauf du podcast. Je t'ai parlé de mon nouveau projet tout qui à fait. s'appellera Héritage, qui s'articule autour de 3 valeurs, rêver, oser et créer. Et je reviens à ça on est d'accord et j'aimerais qu'on en discute 30 secondes là, Ouais. mais comment ça se fait que notre société, donc tu as 3 ans de plus que moi je suis né en 94, donc on est des presque millennials ou les Presque, ouais. 90s quoi, mais pourquoi on n'arrive plus à rêver? Et c'est de la faute à qui? Et quand je dis rêver, c'est un vrai rêve, c'est un rêve Ouais. d'une envie, c'est quelque chose qui va te remplir intérieurement et non pas pour satisfaire le regard que certains portent sur toi. Alors, la question de la faute à qui, elle est ultra difficile parce que je pense que tu vois, C'est vieux presque. c'est vieux et puis c'est culturel en fait, c'est de Mm. génération en génération. Moi, j'ai grandi dans une famille où on te pousse à rêver, donc je l'ai fait. Mais t'en Euh, étais obligé, t'étais responsable de rêver. Hein. ouais, donc Ça t'a presque mis de la t'avais pression. une pression là-dessus, Mm. mais en tout cas, c'était valorisé comme quelque chose de positif. Moi, je connais plein de gens où le modèle familial, on les pousse vers la sécurité absolue. Et si tu rêves, enfin, rêver, ça comporte des risques, forcément. C'est Tu vois. antinomique avec la sécurité et Ouais. le confort, le rêve. Ouais, je pense. Dans le monde d'aujourd'hui, tu peux pas, tu vois. Moi, j'ai. Donc, la question peut se poser, tu vois, comment on a financé Skate pour monter un projet. Tu vois, je te disais, on est pré-monnaie, on gagne pas encore de sous. Comment on a financé Skate? On a bossé en même temps. Donc, on avait 2 jobs. On avait le job d'entrepreneur, plus on était consultant, on ramenait des sous. Et tout l'argent, Manon et moi, qui nous restait respectivement, on a tout mis dedans. Rationnellement, c'est stupide, hein. On aurait mieux fait de, tu vois, pas payer de loyer, trouver un job bien payé, travailler 40 heures par semaine, être pépère, c'était Mais- beaucoup plus facile. Mais celui qui a un appart payé et qui sait déjà, dis-moi si je me trompe, que demain, s'il veut, il retrouve un job, si lui n'entreprend pas, qui va Ouais, le faire? personne C'est le ça fait. en fait le truc. C'est ça, et puis, Il y a tellement de gens qui ont reflété des peurs alors que tu t'es dit qu'ils ne devraient même pas et qu'ils ont des chances ou des armes de leur côté que tu Ouais. t'es dit, c'est drôle, hein, je reviens sur le mot responsable, mais c'est ces gens-là en fait où tu t'es dit, ok, moi je veux montrer une autre image à potentiellement les jeunes. Je veux poser cette question depuis tout à l'heure, je me rends compte, mais Skate et les jeunes, est-ce qu'il y a une manière de te dire que tu aurais aimé avoir un truc comme ça, même ouais. si l'argent n'était pas un souci Ah pour bah, toi? moi, on l'a fait parce qu'en fait, on aurait aimé l'avoir et que ça n'existait pas. Et c'est pas pour faire plus fructifier ton argent, c'est aussi une Non. réflexion de qu'est-ce que l'argent dans ta vie, quel est ton rapport en fait à Ouais, ça. exactement. C'est une histoire de rapport à l'argent et je pense que plus t'es seul dans ton rapport à l'argent, plus t'intériorises le truc, plus ça te rend malheureux. Ou en tout cas, plus c'est nocif. Tu vois, alors que plus t'extériorises le truc, ok, je fais un truc qui est un peu plus risqué que de laisser mon argent sur un compte, mais tu vois, je le fais à côté d'autres gens. Et finalement, quand ça baisse, eh ben, on perd ensemble, tu vois. On perd ensemble, alors pas forcément dans la même mesure en fonction des choix qu'on a fait, mais il y a un côté collectif et il y a un côté vachement rassurant quand tu es dans la tempête Mm. de savoir que tu vois, t'es pas seul dedans. Et en fait, Le collectif, quoi. ouais, non mais le collectif à fond. Et en fait, surtout dans la tempête, même les gens qui investissent pas, ils y sont. Pourquoi? Parce que C'est conjoncturel. C'est ouais, vrai, t'allumes la je- même si t'investis pas, t'allumes la télé, on te parle de crise économique, Mais on te regarde, parle je te de... parle moi j'ai jamais mis 1 euro. Je rigole et je le dis à mes auditeurs. Hein. J'interview, ça parle de millions, ça parle de levée de fonds, ça parle de crypto. Si J'ai à la jamais fin mis un du centime. si à la fin du podcast, t'en as envie, Ouais. je pense que j'ai un peu gagné, tu vois. Ah, que moi j'ai envie Ah ouais. d'investir? Bah, je vais te dire une chose. Je sais que je veux être riche.
mais je t'en ai déjà parlé. Il y a un switch récemment qui est que je veux être riche avec une grande responsabilité, que ayant fait des études de finance à titre Ouais. perso, je veux investir dans du primaire et pas du secondaire. Je suis pas là pour mettre de la liquidité, je suis là pour financer des boîtes si demain elles Mhm. marchent. Et surtout, je veux d'abord être riche par ma sueur et avoir créé de la valeur auprès de la société. Mais ça, c'est propre à moi. C'est-à-dire que en Ouais. termes de émotion, on en parlait hier avec un autre pote, on dit Ouais, l'entrepreneuriat, il y a un peu d'émotion et il y a beaucoup de rationalité. Moi, là, je suis à fond dans l'émotion et je suis en mode, c'est pas très grave. Et tu vois, je vais te poser cette question. Ça va être un petit peu la fin de notre interview. Je vais refaire un petit tour dans ta tête si t'es OK, Louis. Euh, on en a parlé, de toute manière, je le pose souvent, la question, je n'ai même pas besoin de la réponse, mais entre guillemets que si l'entrepreneuriat requiert de la ouais. folie peut venir un peu d'un trauma et qui est très émotionnel ou émotif. Euh, je veux comprendre le Louis seul, tu vois, jusqu'à ses 14 ans. Est-ce qu'il aurait imaginé le Louis aujourd'hui à 33 ans? Non, je pense pas. Je pense pas. Tu t'as plus rien à perdre dans le sens où tu as déjà gagné dans ta tête par rapport à d'où tu viens. Ouais. Et t'as pas grandi dans la rue, hein. Vous me Non, 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 direz, bien les gens vont sûr. pas comprendre, mais Mais non, mais en fait, parce que je suis euh, aujourd'hui, je suis heureux. c'est bien parce que tu montes, entre guillemets, on a beaucoup de chance d'être né du bon côté de la planète, Ouais. dans le bon côté, je pense qu'on peut le dire, Tu sais, et t'es plus anxiogène en fait, professionnellement. c'est un truc qu'on dit pas assez aux gens. Et moi, je trouve que c'est une stat qui est ultra intéressante. Tu sais, avec combien de patrimoine aujourd'hui, tu es dans le 1% à l'échelle du monde. En patrimoine, Ouais. Enfin, non, non, ouais, pardon, c'est pas combien il faut que tu gagnes par mois, annuellement annuellement, pour ça être dépend dans des le 1, pays. non, non, pour être dans le 1% mondial. Pas en France, mais mondial. Tu vas me dire que Et c'est 1000 balles par mois, quoi, donc, ou non, c'est un peu plus. un peu, ouais, mais c'est C'est enfin, un c'est tout tout petit peu petit. plus. Ouais. C'est 1236 Je euros par an. t'en- C'est le SMIC, en fait. Alors, Même évidemment, la avec le SMIC, médiane, je serais curieux de voir où elle est. la médiane, non, la médiane, c'est le SMIC. Et tu es dans les 1% avec 36 000 dollars. Bon, alors maintenant, dollars, euros, c'est presque pareil. 36 000 euros par an. Hmm. Tu es dans les 1% du monde. Alors, évidemment, avec 36 000 euros par an, tu vis pas pareil en Thaïlande et en France, tu vois. Bien sûr, Euh, mais même 36 000 $, enfin, t'es un pauvre, quoi, aux US. ouais. En France, ça va, 36 000 €. Mais Enfin, ça va. c'est pour mettre les choses en perspective, tu vois. Non, mais bien sûr, je vois très bien ce que tu veux dire. Après, enfin, on l'a dit tout à l'heure, t'es toujours le riche de quelqu'un et le T'es pauvre de toujours quelqu'un tout à d'autre. fait. Je voulais juste comprendre, on a eu un déclic. Enfin, on a eu. Alors là, je suis dans ta tête. On a eu un déclic. On a eu un déclic. Donc là, je suis en train de. Je cherche le déclic. On remonte. Ok, on est à 16 ans. Raconte-moi. Raconte-moi ce qui s'est passé. Et est-ce que tu embrasses tes traumas d'enfance aujourd'hui? Ouais, ou en tout cas, j'ai pas de ressentiment négatif. Tu vois, c'est ce que c'est. Et tout le monde, je pense presque tout le monde, finalement, tu vois, a vécu des situations difficiles ou, tu vois, à son échelle. Et il y a des gens qui ont vécu 100 fois pire que moi. Donc, Ok. Pour autant, on est quand même d'accord que pendant 14 ans, le terme d'amour, d'acceptation, tout ça, c'est des choses qui te faisaient mal. ouais, mais en soi, tu vois, c'est ce que t'en fais déjà qui compte. Et aujourd'hui, tu vois, bah ça va. Donc c'est que c'était pas si, tu vois, c'était pas si grave. Je peux vous dire qu'il aime pas se plaindre, mais je peux aussi vous dire que il a beaucoup d'affection pour les gens. Mais alors, les losers ou les gens qui se donnent des excuses, ça va pas le Ah non, faire. Ça va pas le faire avec Louis, il est tout gentil, donc attention. 16 non, ans, non, il se passe quoi? Tu arrives en Belgique et tu me disais l'école américaine. C'est quoi le ouais, shift qu'il y a eu à ce moment-là? Sachant que je préfère le dire, tu vas peut-être pas le dire. T'étais dernier de ta classe pendant 10 années ouais, et on te disait, je t'ai demandé, tu te sentais con? Tu m'as dit, mais en fait, on te le répète tellement ouais, qu'au bout ouais. d'un moment, Tu vois, alors moi, enfin, on me le répétait. J'étais dans les écoles où j'ai été. Tu vois, on remettait les copies dans l'ordre, donc j'étais toujours en dernier et tout. T'avais un peu ces humiliations, même pour te dire. Il y a pas très longtemps, j'étais à Paris pour un déjeuner et je suis passé devant les portes de mon collège parisien. Et bah, quelle je, émotion. et bah, je pensais pas, mais ça m'a vraiment fait un truc. D'angoisse ou Ouais. de Non, victoire? non, d'angoisse. Pas prendre une image, c'est une image qui est trop forte, mais tu vois, tu retournes devant ta prison, quoi. Euh,
c'était dur, quoi. Et 16 ans, ça a été quoi? Découverte de la cour de récré, en gros? 16 ans, découverte d'un système qui est différent, d'un système qui pense que c'est au système de s'adapter aux exceptions et pas l'inverse. Et tu te considérais comme une exception? Ouais, en fait, je me considérais. C'est pas une question de comment je me considérais. Le fait est que, tu vois, c'était le cas. Okay. Et j'arrive dans cette école où, déjà, les profs. Alors, c'est une éducation américaine, t'es beaucoup moins par classe. Nous, les classes où on était le plus, on était 25. Et en moyenne, on était une vingtaine par classe. T'as des cours jusqu'à 15h30. Après, tu peux faire du sport sur le campus, tu vois. Et tu choisis les matières dans lesquelles tu étudies. Donc, c'est quoi le shift qu'il y a eu dans ta tête qui s'est opéré peut-être petit à petit, mais... En fait, c'était pas l'école, entre guillemets, le problème. C'était les écoles dans lesquelles j'avais été. En tout cas, pour moi, tu vois, que ça marchait pas. Et j'ai rencontré des profs qui m'ont changé, ce qui n'était jamais arrivé avant dans le système français. J'ai rencontré des profs qui ont eu un impact genre vraiment très fort sur qui je suis devenu, tu vois. Une anecdote que je t'ai pas racontée. J'arrive à l'école américaine quelques mois après, cours de... Alors, c'est les notations à l'américaine, c'est A, B, C, D, E, A, B, C, D et F est la moins bonne note. Et j'ai un cours de sciences où le prof me remet ma note et dit à voix haute, genre D+. Pas une bonne note, tu vois. Concrètement, pas une bonne note. Et moi, tu vois, je le prends comme un retour de ce que j'ai vécu avant, en mode, tu vois, un peu humiliation devant tout le monde, mauvaise note et tout. Fin du cours, je vais lui parler, parce que dans cette école-là, on te dit qu'en fait, les profs, tu peux aller leur parler, il n'y a pas de problème, c'est pas des gens inatteignables et tout. Je vais leur parler et je lui dis, mais pourquoi vous avez fait ça, tu vois, genre, pourquoi me foutre la honte devant tout le monde, genre, j'essaye vraiment, tu vois, mais c'est difficile, je parlais pas bien anglais, tout est en anglais et tout, c'est difficile. Et là, je réalise qu'en fait, j'ai perçu, parce que j'étais conditionné à ça, pas du tout la réalité. Il m'a dit, mais en fait, c'est pas du tout ça. Jusqu'à maintenant, t'avais des D-, t'as eu D+. T'es en train de faire mieux. Moi, je te dis... j'étais probablement le seul de la classe à l'avoir perçu comme ça. En fait, c'était de la fierté qui te renvoyait, ouais. Alors que tu l'as... C'est tu bosses et je me rends compte, tu vois. Quand on a une mauvaise image de soi ou quand on attend des choses négatives, on ne voit plus le positif. On voit plus le positif. Et en fait... On se conditionne, quoi. Dans ce système-là, j'ai découvert qu'on ne jugeait plus par rapport à la moyenne. C'est toi contre toi-même. C'est la réalité, c'est la vraie vie. Donc, la vraie vie, c'est toi contre... C'est pas un truc objectif qui sont des notes, c'est ton relatif. Ouais. C'est-à-dire que c'est toi par rapport à toi d'avant. Les élèves qui étaient hyper bons, l'élève qui est hyper bon, qui a tout le temps la meilleure note, il stagne. Et qui baisse, ouais, et ben on va lui dire, en fait, gars, ça va pas, quoi. Ok, d'accord. T'es censé, tu nous as montré que t'es capable, t'es là, donc nous, on veut pas que tu sois en dessous, tu vois. Bon, pour les étudiants qui nous écoutent, essayez pas d'être mauvais au début intention évidemment. Pour devenir bon. Mais je vois, en fait, cette idée. C'est une et en fait, du coup, pour la première fois de ma vie, déjà, j'ai un prof qui s'est excusé, tu vois. Ok, et c'est ce moment-là où tu t'es senti considéré peut-être pour une des premières fois aussi? Ouais, tu te sens considéré et puis ça change complètement la donne. Ça change complètement la donne de comment tu voyais le corps enseignant, comment tu voyais... moi, tu vois, dans ma tête, quand le corps enseignant, c'était des gens qui voulaient pas nécessairement mon bien, tu vois, ils voulaient juste que je rentre dans un moule à tout prix et donc j'étais une plaie pour eux. Là t'es plus t'es un cas particulier à gérer. Voilà, t'es ni plus ni moins qu'un cas particulier à gérer. Et c'est un système éducatif qui est très différent d'une autre en France, tu vois. C'est important, parce que sinon après, en plus là on rentre dans des conversations. Ouais, c'est intéressant. On continuera en off. Bah oui, c'est intéressant, mais du coup, moi je vais quand même terminer ce podcast. Puis on a quand même la régie qui nous attend. C'est vrai. Je veux terminer avec déjà, je pense qu'on a bien couvert tout, on est d'accord? Ouais. J'ai une mini question sur d'une échelle de 1 à 10, et après je te pose une ou deux questions bonus que pour toi. Ok. Sur l'échelle de 1 à 10, à quel point t'es heureux aujourd'hui dans ta vie au quotidien? 8. Sur l'échelle de 1 à 10, à quel point t'es riche? 10. Sur l'échelle de 1 à 10, à quel point toi tu t'acceptes qui tu es au quotidien? J'ai envie de dire 7 ou 8 parce qu'il y a toujours une marge de progression. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point t'es fier de toi?
8, parce qu'on peut toujours faire mieux, et tu vois, je veux laisser de la marge je veux laisser la marge de manœuvre. Et puis, il y a des jours où, je me dis que j'aurais dû faire plus, quoi. Est-ce que ce 8, tu l'avais déjà atteint dans ta vie avant? Peut-être, périodiquement, tu vois. Pas Si sur la durée. non, si tu me reposes la même question, si tu me poses la même question tous les jours, je te donnerai pas la même réponse. Mais aujourd'hui, là, c'est un chiffre moyen dans ces derniers temps, donc je suis assez content. Ouais. Sur l'échelle de 1 à 10, à quel point ton job d'entrepreneur avec Skade t'apporte du sens, toi, dans ta vie au quotidien? 9, tant que je peux faire ça, je me verrai pas faire autre chose. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point ce même job te demande des efforts ou est difficile? 11. Est-ce que l'entrepreneuriat, c'est surcoté ou sous-coté? Moi, je trouve que c'est sous-coté. Et je tanne. J'ai eu cette discussion avec notre employé marketing. Moi, j'ai la conviction, qui est probablement fausse, mais que tout le monde serait plus heureux s'il entreprenait à un moment de sa vie. Je vais mettre une petite nuance dedans. Est-ce que c'est entreprendre ou est-ce que c'est oser et potentiellement rêver, comme on disait? Ouais, mais c'est ça, mais c'est entreprendre. Mais entreprendre, c'est pas forcément C'est un état monter un d'esprit. projet business. C'est un état d'esprit. C'est essayer de construire quelque chose. Et c'est pas forcément quelque chose, tu vois, qui va te faire gagner beaucoup d'argent, mais construire quelque chose. Tu dis quoi? Tout à l'heure, on en parlait, mais quand tu as des personnes qui te disent... Tu me disais qu'il y a des pensées limitantes, qu'ils rêvent pas assez ou qu'ils osent pas assez. Qu'est-ce que tu dis à ces personnes-là aujourd'hui pour que justement elles osent? À part les engueuler, dis un truc bien. Et après, c'est ma dernière question. Ouais, qu'est-ce que je dis à ces gens-là? Je sais pas trop. On perd pas grand-chose à essayer. Voilà. Et en fait, il faut dédramatiser, je pense. Il faut dédramatiser à mort ce qu'on perd. Parce que tu passes trop de temps à bosser, tu t'es à fond dans ton projet, tu perds des amis, tu perds un peu d'argent et tout. C'est pas grave. C'est pas grave. Et si ça marche, ça compensera 100 fois. Et c'est ma dernière question. T'as regardé Bref saison 2 ou pas? J'ai pas regardé Bref saison 2, non. Bon, bah Est-ce que tu allais me faire la référence à la phrase il s'est assis 20 ans, c'est celle-là? Non, pas du tout. Non, c'est drôle, c'est une des phrases qui est Je l'ai moins... beaucoup vu, celle-là. Ouais, bien sûr, mais non, moi c'est celle de Alexandre Astier qui joue le psy, qui est payé à coups de pinte. Ça pourrait être toi, attention. Non, je rigole. Et qui explique qu'il attend qu'une chose, c'est que ses patients lui parlent des parents. Et que le plus important, c'est tuer le père. C'est important. Tuer l'image du père. On dit même tuer le père. Mais en fait, c'est cette image que tu as en toi. Moi, je veux juste terminer là-dessus. Sans rentrer dans les détails, j'aimerais savoir c'est quoi le message que toi, t'aimerais adresser à n'importe quelle personne qui a pu lutter sur chercher une certaine forme d'amour avec ses parents, mais qui ne l'a pas trouvé, par exemple, tu vois. Et on dit le père, ça peut être la mère, ça peut être un mentor, même si c'est pas le père ou la mère. Je pense que il faut pas essayer de juger ou de trop comprendre. La majorité des gens font du mieux qu'ils peuvent, en fait. Et malheureusement, c'est rarement suffisant. En fait, c'est rarement suffisant, mais il y a rien de plus, tu vois. On peut que faire du mieux qu'on peut, tu vois. Toi, ça t'a apaisé le jour où t'as compris que les intentions étaient bonnes, même si ce que tu ressentais l'était pas forcément. Ouais. Quand j'ai compris que parce que c'est ce que tu disais, tu vois, quand t'es conditionné à voir le négatif, tu vois que ça. Et tu te dis, ah, mais s'ils avaient fait ça, s'ils avaient fait ça, alors je serais comme ça, tu vois. Mais s'ils avaient fait ça, ils auraient pas fait autre chose, en fait, tu vois. Il y a un truc qu'ils ont fait qu'ils auraient peut-être pas fait. Et du coup, c'est une quête sans fin. Ouais, on voit le négatif, mais on voit pas aussi le positif, quoi. Et puis globalement, moi je crois pas, si tu veux, je crois pas que les gens soient fondamentalement mauvais. C'est ce que, quand on préparait, je te disais, moi je crois qu'il faut être assez positif, tu vois. Et la majorité des gens que j'ai rencontrés dans ma vie, ils veulent le bien des autres autour d'eux, tu vois. Et ils font ce qu'ils peuvent pour aller dans ce sens-là. Et malheureusement,
ou heureusement, quand on fait des choses, eh ben, on se plante. Il y a que ceux qui font rien qui se plantent pas. Essayer 10 fois pour réussir une Ouais. fois. Ouais. Et les parents, je pense que presque tous les parents du monde, c'est ce qu'ils font avec leurs enfants, tu vois. Avec leurs armes, leurs Ouais. billets, etc. Les amis, faites un bisou à vos parents. Ouais, je crois. Ouais, Très franchement. important. Bah écoute, merci pour ce temps, Louis. Merci, je vais Merci à arrêter toi. là. Merci tout le monde de nous avoir écoutés. Merci maman, merci papa, je sais qu'ils me regardent. Ouais. Il y a ton papa qui nous regarde. Je pense qu'il regardera, enfin je suis certain qu'il regardera l'épisode Bah, avec écoute, beaucoup d'intérêt. Merci en tout cas, on le dit pas, mais t'es venu de Bruxelles. Ouais, Merci le Thalys, merci bon, tout c'est ça. pas grand chose. Bon, j'espère que t'as pris du plaisir. Un grand merci Beaucoup à de toutes plaisir, les ouais. personnes. On va parler d'héritage prochainement, donc Louis, vous le reverrez, je pense. Bah, avec grand plaisir, c'était super. Merci beaucoup. À la semaine pro pour un nouvel épisode. Ciao, ciao. C'est déjà la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, pourquoi vous nous le diriez pas? Laissez-nous un petit commentaire, un petit like, partagez-le à des amis, des personnes qui seraient susceptibles d'aimer cet épisode. Et n'hésitez pas non plus à nous proposer des invités pour les prochains épisodes. Le prochain épisode sort lundi, je vous laisse vous abonner dès maintenant. Et encore une fois, merci de nous soutenir et de nous écouter. Un grand merde à toutes les personnes qui entreprennent. Et à très vite pour un nouvel épisode. Ciao, ciao.